de prendre leur courage à deux mains. C'est pas facile pour eux. Vous savez, les noms que vous avez cités, vous posez-vous une question. Combien parmi eux ont créé une industrie que vous connaissez? Combien parmi eux ont déjà ouvert une boutique où ils vendent du piment ou des tomates? Eux, ils ne vivent que de l'État. Maintenant, l'État est pris complètement en otage par Patrice Talon. Si eux ne se soumettent pas, ils vont mourir de faim. Et ce n'est pas à leur âge qu'on se réinvente. Il faut penser que si ce que je fais là, je n'avais pas appris à faire ça à mon jeune âge, je serais capable de commencer à zéro aujourd'hui si je n'ai été qu'un fonctionnaire. Je n'ai jamais été salarié dans mon existence. Ouais, donc eux, quel est le message qu'on va leur donner? Ayez pitié de vos enfants, ayez pitié de vos petits-enfants. Parce qu'ils sont tous déjà des grands-pères. Vous avez parlé de Djogbenou. Djogbenou, c'est lui qui est venu, il a mis notre démocratie en petits morceaux. C'est lui qui a mis notre démocratie en petits morceaux. Certificat de conformité, quitus fiscal et tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Parrainage, tout ça, c'est lui. Quand Patrice Talon vient avec l'idée, c'est lui qui organise, il théorise ça. Mais, vous savez... Le concept, ce qui est fait au Bénin, c'est pas ça qu'on appelle le PPP. Normalement, ça devrait être le partenariat public-privé, ça devait être quelque chose d'idéal. Mais ce qu'ils ont fait au Bénin, ils ont utilisé ça comme narratif, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est le blanchissement d'argent, c'est le vol de notre patrimoine. Parce que dans le partenariat public et privé, il faut comprendre quelque chose. C'est un concept qui consiste à faire des investissements en matière de développement sans que l'État ne soit obligé d'augmenter son niveau de la dette publique. Je donne un exemple simple. Ok, donc le risque, tu peux y aller. Ah, ok. Ah, ok. D'accord. Ok, le risque, fais tes motions et puis après, Patriote va prendre la parole. D'accord. J'ai deux séries de préoccupations à poser à M. Martin Rodriguez parce que on a exploité plusieurs pans du sujet, mais on a oublié un grand pan du sujet. Puisque M. Martin Rodriguez aime la culture, M. Martin Rodriguez, oui. Il y a un auteur du nom de Étienne de la Boétie, dans son ouvrage Discours de la servitude volontaire, oui, qui disait ceci, que ce n'est pas la tyrannie n'est pas une oppression imposée, une force. Il n'avait même pas 17 ans quand il a dit ça. Vous savez ça? Ah, voilà. Il n'avait même pas encore 17 ans. Allez-y, posez votre question. Selon lui, c'est le peuple même qui accepte de se soumettre. Et pour lui, le peuple accepte de se soumettre, soit par habitude, il y en a qui se soumettent par habitude, il y en a qui se soumettent par peur, il y en a qui se soumettent par confort. Et c'est cette dernière catégorie de personnes, que je voudrais qu'on parle. Quel message vous envoyez à des gens comme Joseph Djogbenou? Des personnes qui se confortent dans la tyrannie, qui sont quand même des Béninois qui ont du sang dans leurs veines, qui ont organisé, qui ont été l'architecte juridique de cette tyrannie. Des gens aujourd'hui comme Olivier Bokor, qui est, lui, en prison, qui sont des architectes de première heure de cette tyrannie, et aussi les nombreux autres qui sont encore avec Patrice Talon, que ce soit des militaires, les magistrats de la Criette, qui sont les artisans de cette tyrannie. Monsieur Martin Rodriguez, ils sont aussi vos frères. Quel message vous leur envoyez? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils puissent prendre conscience? Ça, c'est ma première série de questions. Ma deuxième série de questions, si vous le voulez bien,
serait ce partenariat public-privé, PPP, dont on nous a tellement chanté, avec la création de CIMO, qui gère tous les marchés, presque tous les grands marchés publics. Aujourd'hui, nous avons la cité ministérielle. Et d'après nos informations, on apprend que c'est un PPP où on va mettre en place, on va mettre des ministères, loger des ministères qui vont payer de loyer pendant un temps donné. Alors, finalement, à quoi nous a servi les 9 000 milliards ou bien 8 000 milliards dont on nous chante souvent? Les emprunts, ces prêts qu'on a eu à faire au nom de l'État béninois, si tous ces bâtiments, les bâtiments comme la cité ministérielle, les hôpitaux comme le CHIC et bien d'autres bâtiments et infrastructures publiques sont des PPP finalement, les fonds empruntés ont servi à quoi réellement? Comme vous êtes dans le domaine des affaires, vous pouvez mieux nous éclairer. Merci. Voilà mes 2 questions. Okay. Vous avez fini? Oui, monsieur Martin Rodriguez, j'ai fini. Ok. Bien sûr, j'ai fini, monsieur Martin Rodriguez. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Sur la base des informations que vous avez là. Merci. En fait, c'est un détournement. C'est un détournement, c'est un blanchissement d'argent. Patrice Talon a mis en place un système depuis qu'il est là. L'État s'en va, l'État prend des prêts. Donc, c'est au nom de l'État. On peut s'endetter beaucoup plus facilement au nom de l'État. On construit, on prend des prêts pour réaliser quelques infrastructures. Pour la réalisation de l'infrastructure, déjà, on multiplie les coûts par X, puisque c'est encore lui-même, ces entreprises qui réalisent les infrastructures. Donc, il y a déjà des systèmes de surfacturation où une bonne partie de l'argent reste à l'extérieur. Mais là, le plus grave n'est même pas ça. On décide subitement de privatiser la gestion de l'infrastructure. Et la société qui gère l'infrastructure est aussi la société qui appartient à Patrice Talon. Donc, Patrice Talon, il utilise l'État pour lever des capitaux. Il s'auto-octroie le marché pour réaliser l'infrastructure. Il multiplie les prix par combien il veut. Et puis après, il s'attribue encore la gestion. Il crée une société de gestion bizarre. L'État a une petite part d'action. La majorité des parts, c'est lui-même qui les détient en tant que privé. Et il appelle ça partenariat public-privé. Privé dont on parle, il n'y a que lui, le privé, en fait. Si vous voyez d'autres privés qui sont là-dedans, c'est des privés à qui lui, il a bien voulu donner le droit de participer parce que ce sont des proches à lui. Mais le système de gestion permet à ce que l'État devienne encore locataire. L'État paye le loyer à la société de gestion et c'est la société de gestion qui rembourse la dette. Pour que quand ils vont finir de rembourser la dette, la société de gestion devient propriétaire. Vous avez compris? Ah bon? Donc ce n'est pas l'État, attention, donc ce n'est pas l'État qui devient propriétaire après? Non. C'est 2%. Hein? Ouais, de faire l'étonner ici, là. Laisse l'ancien parler. Mais je fais l'étonner, mais je suis sérieux. Parce que moi, on avait décrypté ça, t'avais pas compris, toi. Il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Laissons monsieur Martin Rodriguez. Allez au bout, s'il vous plaît. Laissons-le aller au bout. On va faire le détail. Vous comprenez? C'est la plus grosse escroquerie. Le plus grand système de pillage qui est mis en place. C'est la méthode moderne d'esclavage, c'est ça.
le reste vous allez travailler toute votre vie pour Patrice Talon. Vos enfants vont travailler toute leur vie pour lui. Vos arrière-petits-enfants vont travailler pour lui et sa famille. C'est pour ça qu'il ne veut pas quitter. C'est pour ça qu'il veut devenir président du Sénat jusqu'à l'âge de 80, combien? 90 ans, 95 ans, ils ont dit non. 95 ans. Jusqu'à sa mort. Puisque quand vous lisez le projet, le Sénat peut s'opposer à des lois qui sont votées au Parlement, alors qu'eux-mêmes ne sont pas élus. Ils n'ont pas dit dedans qu'ils seront élus. Même si on dit qu'ils seront élus, ce sera une élection truquée, comme on le sait déjà. Et c'est ce qu'eux décident que le gouvernement va faire. C'est ce qu'ils décident que la Cour constitutionnelle va suivre. Donc, s'il devient président du Sénat, c'est qui est le vrai patron au Bénin? Qui est le vrai président? Qui a le pouvoir? C'est lui. Et tout ce que vous avez cité là, ils sont... Mais les gars qu'il veut mettre dans le Sénat, je ne sais même pas s'il les a consultés d'ailleurs avant de les mettre dedans. Il a parlé des anciens présidents. Il y a combien d'anciens présidents? Il y en a 2. Et si jamais lui-même il quittait là-bas pour laisser la place à Wadaï, il va devenir le 3e. Mais avec un pouvoir qui va s'auto-octroyer, il sera 1000 fois plus fort que le président qu'il aurait mis à la place. Wadaï, ce serait sa marionnette. Vous avez compris? Oui, monsieur Olivier, mais vous n'avez pas répondu à toutes mes questions. Laquelle? J'ai parlé de ces personnes qui soutiennent la tyrannie par confort. En l'occurrence, les Djogbenon, les magistrats, voilà, toutes ces personnes aujourd'hui qui, soit par peur ou bien par confort, sont toujours dans le clan de Talon. Quel message vous leur envoyez? Ce message patriotique que vous devez leur envoyer. Je leur demande de prendre leur courage à deux mains. C'est pas facile pour eux. Vous savez, les noms que vous avez cités, vous posez-vous une question. Combien parmi eux ont créé une industrie que vous connaissez? Combien parmi eux ont déjà ouvert une boutique où ils vendent du piment ou des tomates? Eux, ils ne vivent que de l'État. Maintenant, l'État est pris complètement en otage par Patrice Talon. Si eux ne se soumettent pas, ils vont mourir de faim. Et ce n'est pas à leur âge qu'on se réinvente. Vous pensez que si ce que je fais là, je n'avais pas appris à faire ça à mon jeune âge, je serais capable de commencer à zéro aujourd'hui si je n'ai été qu'un fonctionnaire. Je n'ai jamais été salarié dans mon existence. Ouais, donc eux, quel est le message qu'on va leur donner? Ayez pitié de vos enfants, ayez pitié de vos petits-enfants. Parce qu'ils sont tous déjà des grands-pères. Vous avez parlé de Djogbenou. Djogbenou, c'est lui qui est venu, il a mis notre démocratie en petits morceaux. C'est lui qui a mis notre démocratie en petits morceaux. Certificat de conformité, quitus fiscal et tout ça. C'est lui qui a créé tout ça. Parrainage, tout ça, c'est lui. Quand Patrice Talon vient avec l'idée, c'est lui qui organise, il théorise ça. Et quand il a fini ça aujourd'hui, il est retourné encore pour aller donner des cours de droit à des élèves, aux étudiants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va leur enseigner, ceux dont lui-même n'est même pas convaincu. C'est le malheur qui frappe l'Afrique, ça. J'ai dit ça tout à l'heure sous une autre forme. Le problème de l'Afrique, c'est les hommes africains. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la France-Afrique, tout ça là. La France-Afrique s'appuie sur des hommes comme ça pour pouvoir continuer à perpétuer son œuvre. Sinon, comment est-ce que les gens se promènent et disent la France est le pays des droits de l'homme? Les pays qui ont vendu des esclaves pendant toutes leurs existences, comment ils sont les droits de l'homme? Quelqu'un qui a vendu son semblable pendant des siècles, c'est lui qui se promène, qui dit « Je suis pays des droits de l'homme ». Quand l'empire mandingue
prononçait la charte des droits de l'homme, les Français vivaient encore dans les grottes. Est-ce que vous savez ça? Vous êtes au courant de ça au moins? Au XIIIe siècle, lorsqu'il y avait la moderne, les Français, quel était le niveau de développement de la France? Ils vivaient dans les cavernes. Ils mangeaient des racines. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, nous sommes complexés face aux Français, nos aïeux, les Gaulois. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Allô? Très bien répondu, monsieur Martin Rodriguez. Bon, je vais... Monsieur Dassou. Oui, monsieur Rodriguez. Je vais commencer à m'apprêter pour vous lâcher parce que il faut que j'aille balayer la cour, sinon on va me taper. Ouais, on a encore un ami qui n'a pas posé sa question. On va le Patriote 2.0. Monsieur Biawo aussi qui est là. Ok, c'est bon. Mais chaque fois que M. Rodriguez fait allusion à son papa, est-ce que ce n'est pas de madame qu'il parle indirectement en disant papa chaque fois? Je n'ai pas compris. Est-ce que ce n'est pas de madame que vous parlez chaque fois quand vous dansez papa? Tout ce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez entendu. Non, vous savez que les femmes sont nos patronnes. Hein? Ah, mais il fallait dire madame. On va pas vous en vouloir. Si vous dites ça, les patronnes, c'est les patronnes. Vous les appelez madame. Les papas. Ils ont le pouvoir. Elles ont le pouvoir, les femmes. Voilà. Ok, je vous écoute. Merci. Monsieur Biafrika, bonjour. Monsieur Rodriguez, bonjour à vous également. Bonjour. Bonsoir à tous ceux qui sont dans les commentaires. Moi, j'aimerais intervenir déjà par rapport à la résistance. La résistance qui est prônée par un certain nombre de personnes depuis un certain nombre de semaines, depuis un certain nombre de mois, d'années, pour faire comprendre que, en fait... Monsieur Patriote, ouvre ta gorge, là. Ouvre ta gorge, on t'entend pas, là. Vous ne m'entendez pas? C'est mieux, c'est mieux. D'accord, merci. Donc, je parlais de la résistance. La résistance n'est pas un parti politique, n'est pas un mouvement politique. Il faut que ce soit clair dans la tête des uns et des autres. La résistance, c'est un mouvement qui doit impliquer tout le peuple. Que ce soit des opposants, que ce soit des souverainistes, des panafricanistes, des panafricains, des démocrates même si vous voulez, des républicains et même des progressistes. Et même des gens de la mouvance. Pourquoi? Parce que ce combat-là n'est pas un combat d'un parti politique ou n'est pas un combat d'un mouvement politique. Ce n'est pas le combat d'une personne. Il faudrait que les uns et les autres soient conscients d'une chose. Lorsqu'on a mis en place toutes ces lois-là, tous ces tests-là, ce n'est pas des leaders politiques qu'on a exclus. C'est plutôt le peuple. Parce que quand désormais en République du Bénin, pour être candidat à une élection, vous êtes obligé d'avoir le parrainage des partis politiques, cela veut dire que le même système continue. À l'époque, qu'est-ce qui se passait? Vous allez voir les grands électeurs, vous leur proposez des deals et ils vous accompagnent pour aller aux élections présidentielles. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Parce que les gens essaient de nous faire croire que ce sont les partis politiques qui sont forts, mais c'est faux. L'exemple avec M. Sodino nous a prouvé clairement que les partis politiques n'étaient pas forts. Et donc, un seul individu pouvait faire plier un parti politique. Et mieux, dans la Constitution, il est clairement dit qu'aucune faction ne pouvait se permettre le droit de décider de la vie de toute la nation. Donc, au nom de quoi est-ce que ce sont des partis politiques qui sont d'ailleurs nés de façon opaque et qui sont financés également de façon opaque
à la solde de certains individus qui ont le droit de pouvoir présenter des candidats à une élection présidentielle et donc par ricochet le chef de la République du Bénin, c'est-à-dire le président de la République. Au nom de quoi? Et toutes ces lois-là ont été décidées depuis 2019 et personne ne parle. Ça ne dérange personne. Vous savez que parmi ceux qui ont voté ces lois-là, il y a beaucoup qui sont au Parti démocrate. Absolument. Et c'est pour cela que j'aimerais dénoncer déjà ceci. Vous voyez, cette comédie-là qui nous ont servi depuis des mois, moi je n'arrête pas de le dire, je n'ai pas foi aux yeux de le dire. C'est une comédie. C'est un cinéma qui nous a servi, et cela depuis des mois, parce que les démocrates savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas aller aux élections. On les a prévenus, on a prévenu tous ceux qu'on pouvait prévenir. Et on leur a dit, même si vous arrivez à aller aux élections, il y a une forte probabilité qu'on puisse vous voler ces élections-là. Ils nous ont dit on a une stratégie. Mais en fait, ils n'avaient aucune stratégie. Parce que je rappelle les propos du président Patrice Talon à l'endroit de M. Guy Mitokpe, il y a quelques semaines, quelques mois. Mais il se pourrait, avec un joli sourire en plus, il se pourrait qu'on ait le même candidat. Mais est-ce que le duo qui a été désigné par le parti Les Démocrates n'a pas clairement montré que c'était une très belle passe? En profondeur même, je dirais. Et mieux, il a fallu que un seul député quitte le navire, bouge avec son parrainage, pour que tout le système s'écroule. Cela veut dire que non seulement le système partisan n'est pas efficace, ne rend pas réellement fort les partis politiques, mais aussi en désignant un duo candidat pareil, on n'aurait pas pu faire quelque chose parce que le duo qui a été désigné justement, chers amis, ce duo-là n'est pas un duo combatif. L'autre, il est avocat et l'autre, il a milité quelques années, d'accord, mais ce n'est pas des combattants politiques. Donc, en cas d'échec, on n'aurait pas pu voir le combat politique que ces gens-là auraient mené sur le terrain. Et c'est bien ce qui s'est passé. Quelques jours, vous avez vu les preuves. Quelques jours après, ils ont décidé de se retirer tout simplement pour s'occuper de leur famille. Ils en ont le droit, c'est légitime. Sauf que tout montre que ça a été fait à dessein. Et curieusement, on révise la Constitution et on met en place un Sénat où, curieusement, les anciens présidents seront représentés là-bas, seront assis là-bas. Les anciens présidents d'Assemblée nationale seront assis là-bas. Des chefs d'état-major. Et le président de la République ainsi que le président de l'Assemblée nationale pourront décider de quelques nombres. Je pense 1/5 du nombre de personnes, je pense. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes en train d'entrer clairement dans un système de parti-État. Le thème parti-État, c'est moi qui l'ai sorti, et cela depuis quelques semaines. Parce que les gens ne se rendent pas compte du danger qui nous guette. Alors, en République du Bénin, depuis les années 1990, nous avons décidé d'entrer dans le renouveau démocratique. Est-ce que les Béninois sont donc d'accord pour qu'on puisse entrer de façon claire dans un système de parti-État, ou alors ils tiennent à leur démocratie? S'ils tiennent à leur démocratie, alors qu'ils entrent en résistance. Parce que ce n'est pas sur les démocrates qu'il faut compter. Et les démocrates l'ont clairement prouvé. Et la résistance dont il s'agit ici, comme je le dis, je vais chuter par là, la résistance doit même impliquer des gens du bloc républicain. La résistance doit interpeller même des gens de l'Union progressiste. Pourquoi? Parce que nous savons que beaucoup parmi eux aujourd'hui, malheureusement, n'ont même pas le courage de pouvoir s'exprimer. Beaucoup parmi eux avaient envie d'être candidats aux élections présidentielles. Mais ils ne sont pas garçons pour le dire. Mais dans quel pays est-ce qu'on ne gouverne pas la peur de cette façon-là? Dans quel pays démocratique ça se passe? Il faut arrêter à un moment donné. Et la complicité vient de là. Lorsque vous vous taisez, lorsque vous ne désobéissez pas à ces illégitimités-là et à ces inégalités-là. Il faut rejoindre la résistance. Que vous soyez démocrate, que vous soyez progressiste, que vous soyez républicain, panafricain, panafricaniste, communiste, tout ce que vous voulez. Que vous ne soyez même dans rien du tout, parce que c'est le peuple qui est exclu. À partir du moment où ce sont des partis politiques qui désignent désormais les duos candidats qui vont compétir
on vous demande, on vous donne seulement la possibilité de choisir entre le choléra et la peste. Et aujourd'hui, c'est encore plus grave. Il n'y a même plus de choléra ou de peste. C'est la peste et vous êtes obligé de l'accepter. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que les gens soient conscients de ça. Monsieur Rodriguez, vous avez développé une question qui m'intéresse moi particulièrement. Ce sont les partenariats privés-publics. Oui. Ça m'intéresse beaucoup. Oui. Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple de partenariat privé-public clair, avec des chiffres si possible, ça peut être des chiffres inventés, pour que les uns et les autres puissent comprendre clairement de quoi est-ce qu'il s'agit, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous voulez le concept de partenariat public-privé pour comprendre ou bien vous voulez quoi? Bon, le concept, je pense que vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais, vous savez... Le concept, ce qui est fait au Bénin, c'est pas ça qu'on appelle le PPP. Normalement, ça devrait être le partenariat public-privé, ça devait être quelque chose d'idéal. Mais ce qu'ils ont fait au Bénin, ils ont utilisé ça comme narratif, mais la réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est le blanchissement d'argent, c'est le vol de notre patrimoine. Parce que dans le partenariat public et privé, il faut comprendre quelque chose. C'est un concept qui consiste à faire des investissements en matière de développement sans que l'État ne soit obligé d'augmenter son niveau de la dette publique. Je donne un exemple simple. Vous avez par exemple un besoin d'investissement dans un secteur économique précis. L'État veut par exemple développer, je donne un truc simple, hein. L'État veut par exemple qu'il y ait des industries pour développer, transformer les matières premières dans un secteur donné pour augmenter. L'État fait d'abord une étude et puis pense que bon, si on développe ce secteur-là, ça peut créer de la valeur ajoutée pour cette matière première. Ça peut permettre une contribution fiscale qui va augmenter, nous permettre d'augmenter notre produit intérieur brut. Ça va contribuer à booster notre balance commerciale parce que nous allons consommer une partie. Tout ce que nous consommons fait que nous économisons de l'argent par rapport aux importations, donc nous dépensons moins. Et le surplus de ce que nous avons consommé, nous allons le vendre à l'extérieur pour amener des devises. Donc, mais comme l'État a trop de dettes, l'État ne peut pas s'endetter davantage. L'État fait appel à des privés pour leur dire, nous, on vous donne les licences, on vous donne les autorisations administratives qu'il faut, on vous accompagne avec des mesures fiscales pour que vous puissiez, par exemple, booster votre business. Vous-même, c'est vous qui amenez le capital. Donc, les privés vont aller chercher le capital, ils vont investir ce capital, ils vont réaliser leur projet, et puis ils vont mettre en exploitation. L'État sait que cette exploitation crée des emplois, amène des revenus, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est un partenariat où l'État gagne, le privé gagne. Le privé fait son business, mais l'État, il y a des retombées dans le tissu industriel et financier du pays, et économique et tout ça. Donc, c'est important. Mais, entre ce qu'eux disent au Bénin et ce qu'ils font, il y a un monde fou entre les deux. Est-ce que vous me suivez? Très bien. Donc, le PPP, c'est ce que je vous ai expliqué, mais ce qu'ils font n'a rien à voir avec ça. Ils exploitent, ils prétendent qu'ils font du PPP, mais ce n'est pas du PPP. Parce que vous ne pouvez pas, l'État ne peut pas... L'État finit d'investir, réalise le projet et donne ça à Patrice Talon. Patrice Talon est en même temps l'État et en même temps le privé, lui seul. Et quand il prend ça après, à la fin, il devient propriétaire sans rien faire. Il prend tout le risque financier est pris par l'État. Vous voulez dire que les capitaux qu'utilise Simo, c'est toujours les capitaux de l'État? Non, attendez, c'est au nom de l'État qu'on s'en va lever les capitaux. Et on s'en va lever les capitaux au nom de l'État et on s'enrichit après
tant que privé. Seigneur. C'est ça qui fait que tous les jours, ils sont obligés d'inventer de nouvelles taxes. Parce qu'il faut bien payer la dette quelque part. Et sans compter que toutes les affaires là où partir, c'est ils ne payent pas de douane, ils ne payent pas d'impôts. Oh, ok. Monsieur Rodriguez, je vais vous demander peut-être une faveur encore ce soir, parce que on a toujours tendance à oublier certains de nos amis qui sont en captivité sous Patrice Talon au Bénin. Je pense surtout aux jeunes. Hein. On a Watoide qui est en prison depuis plusieurs mois. On a Hugues Sosoukwe qui a été enlevé en Côte d'Ivoire. On a Julien Kandé Kansou. On a Ali Zoukif et on a Steve Amoussou qu'on a assimilé à Frère Rouvi. Donc tous ceux-là sont en captivité au Bénin sous Patrice Talon et on ne sait pas quand est-ce que il aura l'Esprit Saint pour pouvoir laisser ces jeunes-là retourner dans leur famille. Donc je vais juste vous faire réécouter un extrait d'une des chroniques du Frère Rouvi. C'est juste pour qu'on ce soir, comme on est ensemble, qu'on puisse penser à ces jeunes-là qui peut-être cette nuit vont dormir debout parce qu'il n'y a pas assez de place dans les cellules où ils dorment à tour de rôle, juste pour que tous ceux qui sont là, les 1000 personnes qui sont là actuellement, qu'on ait quand même une petite pensée à ces jeunes-là qui ont été capturés, enlevés pêle-mêle, juste pour faire plaisir à un seul individu. Donc je vais vous faire réécouter une chronique de Frère Rouvi quelques minutes et après vous pouvez dire votre conclusion pour ce soir. Merci. Élection au Bénin, c'est comme la danse du masque Zangbeto. De loin, ça bouge dans tous les sens et ça fait beaucoup de bruit. Mais approche, soulève, et alors la réalité souvent se dissimule à tes yeux. Ce n'est pas au masque de se dévoiler, mais c'est à celui qui regarde de savoir où et quand regarder. Les initiés auront compris. Devant la tradition et ses gardiens, Rouvi votre frère s'incline. Compatriotes béninois, avec votre permission et comme l'exige la tradition, je demande aux aînés l'autorisation de prendre la parole. Je serai bref, concis et virulent comme d'habitude, en ma qualité d'opposant multirécidiviste et de résistant à la tyrannie. Je veux ici même, en direction de l'Afrique entière, exposer les faits. Le Bénin, la République du Bénin, la République bananière du Bénin, depuis 2016, n'a plus fait d'élection. Africains de toutes les nations, je répète, les élections de quelque nature que ce soit, municipales, législatives et présidentielles, pensées, conçues et réalisées selon les critères démocratiques de base, n'ont plus eu lieu au Bénin depuis 2016, année où son Excellence Thomas Boni Yayi, après 2 mandats, a laissé choir la magistrature suprême au profit de son successeur. Convaincu de par l'ancienneté de nos traditions que le choix d'un chef est l'aboutissement dans le monde visible d'un long processus qui, dans l'invisible au pays des ancêtres, a pris sa source, nous avions vu cette succession comme l'amorce d'un nouveau départ pour notre pays, un cadeau des dieux nous offrant à nous, Béninois, une rupture, non avec l'existence, mais avec l'existant. Malheureusement, des nus, nous tombâmes assez tôt. Entré dans la bergerie, le loup se défit de sa peau d'agneau et se fit vorace contre ce même peuple qui, de la malle arrière d'une voiture, l'avait hissé au firmament de la gloire républicaine. L'ingratitude, dit-on, est la faiblesse des lâches.
nous en avons eu la preuve. N'avons qu'un dictateur parvenu au pouvoir par voie de push remette en question le système que son coup d'État a interrompu. Je peux comprendre, quoique illégal, il y a une certaine logique et même mieux, il y a de la cohérence. Mais qu'un affairiste, aventurier, exilé politique, judiciairement aux abois, économiquement ruiné, vandalise aujourd'hui le système qu'il a absous, du verbe absoudre, pardonner, qu'il mette à sac, du verbe saccager, le système politique qui, après l'avoir absous, l'a blanchi, qu'il détruise, viole et foule aux pieds, le système qui, après l'avoir absous et blanchi, lui a offert la plus belle des revanches, l'onction populaire par la vérité des urnes. L'attitude de cet homme est incompréhensible à toute intelligence humaine. Je demande aux Béninois, mes frères, de ressortir les photos de l'époque 2016, campagne présidentielle. Chétif, le teint noirci par la galère de l'exil, le regard craintif de celui qui se sait à la croisée des chemins, traqué comme du gibier de brousse. Compatriotes, mes frères, reprenez les photos de l'époque et vous verrez de quel caniveau la démocratie béninoise a sauvé cet homme. C'est pourtant lui qui refuse à d'autres ce dont il a bénéficié. L'état de droit, une élection inclusive, transparente et juste. Africains de toutes les nations, frères et sœurs du continent noir, depuis 2016, les obstacles judiciaires, juridiques, politiques et économiques ont été multipliés pour empêcher toute compétition. Une barrière invisible, un plafond de verre infranchissable est toujours là, au bon endroit, au bon moment, pour éviter aux tyrans d'avoir à entendre la voix des urnes. Nouveau code électoral, quota de 10% à obtenir sur le plan national, certificat de conformité, parrainage et aujourd'hui quitus fiscal sont autant d'embûches semées sur le chemin de ce qui devait être un test grandeur nature de l'adhésion ou non du peuple béninois à son programme d'action. S'il se croit si efficace, s'il se croit si compétent, s'il se croit si populaire, pourquoi redoute-t-il tant la libre expression dans les urnes de la satisfaction ou non de son peuple? Toute cette mascarade est en réalité un aveu de faiblesse, tripatouillage de la liste électorale, refus de délivrer le quitus fiscal nécessaire à la validation des candidatures sont autant de preuves que, se sachant médiocre, ce régime a peur. Vous comprenez à présent, j'espère, ce que moi, Rouvi, et d'autres bien avant moi, l'honorable Djenotin Agossou Valentin par exemple, avions de longue date compris. La démocratie étant pour ce régime ce que l'exorcisme est à un démon, jamais une élection organisée sous son égide ne sera l'expression vraie du suffrage populaire. Il faut donc dès à présent choisir votre camp à cette mascarade, apportez votre caution et alors vous êtes complice. Soit vous choisissez la voie de la résistance car la solution est ailleurs. Faites un choix et vite. C'était moi, Rouvi, dans ma vérité du lundi matin. Ok. Les amis, j'ai voulu vous faire réécouter cette chronique du frère Rouvi, juste pour qu'on ait une petite pensée à tous nos jeunes frères qui sont en captivité au Bénin. Pas seulement une pensée, écoutez son message.
Il faut la résistance. Et il l'a dit, ce jeune homme qui est comme un prophète. On vit à l'âge de nos enfants, mais on vit à un enseignant. Il est un professeur. C'est quoi? Monsieur Martin, vous le connaissez? Je ne l'ai jamais rencontré de mon existence. Parce que pour nous, il y a une différence entre Ronvier et celui que Patrice Talon a embastillé. Hein? Vous savez, je vous ai dit, ne suivez pas Patrice Talon. Patrice Talon n'est pas capable de vous démontrer que Steve Amoussou est Ronvier. Il ne peut pas le démontrer. Moi, je sais qu'ils ont capturé quelqu'un, ils voulaient le tuer, ils voulaient l'assassiner, l'enterrer dans la brousse. J'ai donné l'alerte. Si c'est à refaire, je vais le refaire. J'ai donné l'alerte pour lui sauver la mise. Sinon, les gars étaient prêts à le tuer. Ils n'étaient pas allés là-bas pour le capturer, ils étaient là-bas pour le tuer. Et faire disparaître son corps. Donc, quelqu'un qui a l'amour de son pays peut aller pourchasser des jeunes, qui peut être son enfant. Steve Amoussou peut être le fils de Patrice Talon. Il déploie tant d'énergie pour aller capturer. Tout ça, c'est dans la perspective de ce qui se fait là. C'est pour ça aussi qu'on a capturé, comment on appelle, les Julien Kandé-Kazou, les Hugo Sossoupé, Shadrach qui s'appelle. Tout ça là, toutes ces personnes là, toutes ceux qui peuvent, et puis les jeunes, ils ont pris 2 jeunes du parti de PCB récemment. C'est la même chose. Ils ont pris un pasteur là pour lui coller une affaire de fraude immobilière. C'est tout ça, il faut faire taire toutes les voix. C'est pour ça que je reviens encore ici. Je redis encore ceux qui sont en ligne. Inscrivez-vous. Tapotez, faites ce que vous voulez. Mais c'est en faisant ça que vous allez barrer la route à cette imposture. Sinon, vous mettez le lit au dictateur, à l'esclavagiste. C'est votre propre salut qui passe par là. Vous ne rendez service à personne, c'est à vous-même d'abord. Si vous ne pouvez pas penser aux autres, pensez à vous. Pensez à vos enfants. Vous savez, 3 ans avant qu'on arrête Olivier Bokor, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, Patrice Talon va te bousiller. Celui qui est chargé de lui faire le message m'a dit, ah, moi, il est proche de lui. Il dit, ah non, si je fais ça, c'est pas bon pour moi, et autres là, c'est dangereux. Toi, tu exagères, ce que tu dis là, non, tu exagères. Quand ils l'ont pris, il m'appelle, me dit, tu es un sorcier, tu es malade. Tu dis que tu es son ami, tu l'as laissé attraper. Le jour là, s'il n'était pas avec sa femme, Patrice Talon voulait le bousiller. Il voulait le tuer. C'est la présence de sa femme qui lui a sauvé la vie. Je sais pas, moi je ne défends pas Olivier Bokor, hein, c'était pas mon associé, c'était pas mon partenaire, mais je dis que si, quelle que soit la faute qu'un individu commet, on doit lui donner le droit à la justice. Patrice Talon ne peut pas se lever, devenir le roi qui a le droit de vie et de mort sur nous. Nous ne sommes pas ces sujets. Personne n'est le sujet de Patrice Talon. Donc si nous taisons pour valider cela, mais il ne va pas s'arrêter. Hein. Il ne va pas s'arrêter. Les amis, je vous demande votre permission pour y aller. Okay. Parce que n'oubliez pas, je suis un travailleur immigré. Hein. Je travaille de jour comme de nuit. Je dois aller faire... comment on appelle? Aujourd'hui, là, je suis gardien de nuit quelque part. Vous êtes employé maintenant? Tout, je cherche un emploi, on ne me le donne même pas.
C'est aller là-bas, notre grand employeur qui devient employé, vraiment, tout ça à cause de Patrice Talon. C'est Monsieur Poutine. Priez pour moi, quand vous allez prier pour Yahya Boni, priez pour moi aussi. Donc, la prière... On va organiser une messe comme les démocrates, on va organiser une messe pour M. Rodriguez. Donc, les prières demandées par Yahya Boni, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tout le monde, c'est pour les exilés politiques, les réfugiés, les gens qui sont en prison. Donc, on va prier pour tout le monde. Donc, merci beaucoup, M. Rodriguez, de nous avoir accompagnés cette soirée. On a fait presque 5 heures quand même, ou un peu plus de 4 heures. Donc, merci au nom de tous ceux qui ont suivi le live et ceux qui sont sur le panel. Je vous remercie pour votre disponibilité à nous accompagner. Le sujet était quand même important. Cette loi qui a été introduite, ce projet de loi de révision de la Constitution qui va conduire à la création d'un parti-État, comme le disait Patriote 2.0 tout à l'heure. Donc, c'est quand même dramatique. Il faut qu'on reste vigilant et s'il y a des choses à faire, il faut les faire maintenant, sinon demain ça va être tard. Ok, donc je vais remettre quand même cet échange sur ma chaîne YouTube. Donc le lien est dans la bio TikTok pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous pouvez dès demain commencer à retrouver des extraits de ce live sur ma chaîne TikTok. Donc, Monsieur Rodriguez, une fois encore, merci. Et puis, donc, on peut vous laisser partir tranquillement maintenant. C'est moi qui vous remercie aussi. Je remercie tous ceux qui consacrent leur temps à faire ça. Ce que vous faites n'a pas de prix. On ne peut pas vous remercier assez. Parce que n'oubliez pas, nous, là, on a 20 ans d'exil. Hein. Même si vous me mettez dans comment on appelle, dans un château n'importe où dans le monde, à l'idée seulement que je ne peux pas rentrer chez moi, c'est déjà énorme. Mais je ne parle pas de moi. Je parle de tous les Béninois qu'ils ont décidé aujourd'hui de mettre à l'esclavage. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Et je vous ai donné quelques informations tout à l'heure. Il y a des démarches qui sont en cours. Nous n'allons pas laisser faire ça. OK? Que Dieu vous garde chacun de vous. OK. Merci beaucoup, M. Rodriguez.